Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est la deuxième vidéo de cette série où je te montre comment j'ai fait les effets spéciaux. La vidéo qui s'appelait Pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo pendant 5 mois. Tu l'as vu, il y a pas mal d'effets spéciaux dans cette vidéo et aujourd'hui, on va voir ensemble comment j'ai créé l'effet où je m'explose le crâne avec un flingue. Allez, c'est parti. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot, je suis le fondateur du studio Motion Life Pictures et le créateur de l'école en ligne de 3D, H3D2. Maintenant que les présentations sont faites, eh bien c'est parti. Comment j'ai fait cet effet? Ce que je te propose, c'est qu'on va directement ouvrir la scène où j'ai travaillé et je vais t'expliquer pas à pas les étapes que j'ai mis en place pour avancer sur ce projet. Tu vas voir, ça va vraiment être hyper intéressant et à la fin, tu pourras même refaire ça chez toi. C'est parti. Donc ici, tu vois, on est sur Blender et j'ai ouvert du coup la scène. Alors cette séquence était décomposée par en deux scènes différentes. La première scène, c'est en fait une scène par plan. Donc on a le plan de face ici, d'accord? Et on a le deuxième plan du coup où on a le personnage qui tombe et qui... On verra ça juste derrière. Alors comment le workflow s'est décomposé pour une scène comme ça? La solution pour une scène comme ça, elle est relativement facile. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment décomposer étape par étape pour pas se planter. Le premier truc à faire, du coup, ça va être de importer ta caméra dans le monde et de recréer, du coup, cette distance focale, sa position, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Hop, je vais dans la caméra, j'ai un truc qui s'appelle background image ici. Alors, comment ça fonctionne? Tu prends ta caméra, tu viens ici dans ces paramètres de caméra et tu fais add image et tu viens chercher en fait le rush que tu as filmé. Donc moi, du coup, pour le coup, c'était le rush où je m'explose le crâne, d'accord? Alors, important, quand tu importes ce type de rush-là, arrange-toi pour que ce soit des rushs qui soient faciles à décompresser pour que Blender ne galère pas à les lire et que tu sois toujours en temps réel, parce que sinon ça va te faire péter les plombs. Pour ça, du coup, c'est relativement simple. Il faut que tu exportes ton rush ou en séquence JPEG, ou là, moi, c'est une séquence JPEG dans un avis, d'accord? Mais sinon, c'est la même chose. Si tu peux le faire avec Blender quand tu fais un export, donc tu mets ta vidéo originale dans un séquenceur comme ça, dans une scène propre. Et là, dans tes paramètres de rendu, tu viens simplement choisir du coup le paramètre ici, output AVI JPEG. D'accord? AVI JPEG ici. Et du coup, tu auras le format pour que Blender sache le lire et que ta scène ne rame pas de ouf. Ok? Je vais reprendre ma caméra. On a du coup l'image. Et là, du coup, la deuxième chose à faire quand on a notre image, du coup, ça va être de importer une tête, parce qu'évidemment, tu vas pas t'amuser à modéliser une tête, ça sert à rien. Il y en a plein sur internet, donc t'en importes une, t'en trouves une sur Blenswap ou sur ce que tu veux. Et après, du coup, la clé, ça va être de prendre cette tête et de la faire bouger de la même manière que ta caméra. Évidemment, juste avant, tu as bien réglé ta caméra de la même manière que avec ce que tu as filmé. Donc moi, j'étais sur un 11 mm quand j'ai travaillé, j'ai filmé avec un objectif 11 mm, et j'ai été voir la taille de mon capteur. Où est-ce qu'elle est la taille du capteur? C'est là, caméra, capteur size. Du coup, j'ai été voir la taille de mon capteur sur internet pour voir si c'était bien le bon, et du coup, mon capteur fait bien 36 mm. Okay, donc là, c'est un truc, ça dépend avec quoi tu filmes, il faut aller voir du coup sur internet pour voir un peu ce que c'est, et parfois il faut un peu corriger parce que c'est pas parfait, tout le temps parfait. Là, je pense que c'est pas exactement parfait, mais c'est pas trop grave. L'idée, c'est que tu sois au moins dans les mêmes tendances, hein. Si tu as filmé avec un grand angle, ne mets pas du coup en focal length ici 100 mm. Clairement, il va avoir un souci. Donc plus la focal length est proche de 0, plus tu vas avoir un grand angle, donc plus tu verras en fait de choses sur ta 3D et quand tu filmes avec ta caméra, plus ton focal length est proche de l'infini. Plus ton focal length est proche de l'infini, plus du coup tu vas avoir une impression de zoom. D'accord? Donc attention à ça, évidemment, si dans ta 3D tu es dans un grand angle mais que tu as filmé avec un téléobjectif, donc quelque chose qui zoome énormément, tu vas avoir un problème d'intégration, c'est clair. Donc bien faire gaffe à être au moins dans les mêmes tendances et si tu as les paramètres, à mettre exactement les mêmes. Maintenant, du coup, qu'on a ça en place et que notre caméra est bien placée, enfin surtout bien placée, surtout bien configurée, parce que le placement dans la 3D on s'en fout un petit peu, et ben là, il va falloir importer la tête, d'accord? Et venir la déformer avec le visage, donc ce qu'on appelle un track, et là, c'est un peu la galère, on va voir. Donc pour importer la tête, hein, compliqué, tu viens simplement faire un file append ou import en fonction de ton format, d'accord? Donc si c'est un OBJ, bah, tu viens faire un OBJ. Si c'est un fichier blend que tu as chopé sur Blendshop par exemple, tu viens du coup dans append et tu viens chercher ton fichier directement dans ici OBJ et tu viens chercher le fichier là. Bon, moi il est pas là, mais du coup tu as bien compris. Et après, cet objet là, il va falloir le déformer. Pour le déformer, moi j'ai fait simplement une armature toute bête. On voit la base est là, tu vois, c'est vraiment quelques joints, tout bête. Donc deux joints ici, tac tac, et ce joint-là, qui sont tous ce joint-là qui est parenté à ce joint-là. Pas plus compliqué que ça, d'accord? Et après, en fait, j'ai simplement du coup animé les joints, image par image. Et oui, c'est pas sexy, mais c'est comme ça. Donc en gros, l'idée, c'est que
Image par image, alors j'étais sur 2 écrans comme ça, et je suis venu prendre mes joints, et image par image, je suis venu, hop, décaler, ok, ça suit, ça suit, ça suit, machin, et voilà. Et c'était pas plus compliqué que ça. Et après, j'ai rajouté un petit joint après pour l'œil, juste pour le faire un peu bouger, mais ça c'était après coup. La deuxième étape à faire, après, ça va être de découper la tête du mec. Alors là, du coup, il va y avoir plusieurs écoles. Si t'es intelligent, du coup, pas comme moi, tu t'arranges pour découper le crâne du mec avant, et du coup, t'as qu'une fois à faire le skin. Mais si t'es comme moi et que t'es pas très intelligent, et que tu te dis, ah non, il faut que je découpe la tête maintenant qu'elle est animée, bah du coup, évidemment, tu vas devoir recommencer ton skin. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, le skin, c'est tellement fait à l'arrache qu'on s'en fout, en fait, ça va super vite. Moi, j'avais animé, puis j'ai fait le skin après, en fait. Donc, j'ai animé, j'ai modifié ma tête, je suis venu du coup en modé là. En gros, j'ai pris mon cutter, hein, tout simplement. Où est-ce qu'il est mon cutter K, pardon. Et je suis venu découper, clac, 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 hop, j'ai enlevé les faces, et j'ai fait simplement après un petit solidify dessus. Donc, vraiment, tu vois, rien de foufou, hein. On le voit, c'est vraiment très basique. On voit la topo est absolument crado au possible, mais c'est pas grave. Et après, j'ai simplement fait un petit solidify, tu vois. Il est là, mon solidify. D'accord. Donc voilà. Et ça a été du coup la première étape. Donc j'ai tout découpé, j'ai ma modé ici, et ensuite je viens faire du coup, je prends mon armature, mon mesh, CTRL P, with automatic weight. Du coup, pardon, je me suis planté. C'est le mesh, l'armature, CTRL P, with automatic weight. Ok. Et après, j'ai été modifié au fur et à mesure. Évidemment, au début, quand tu fais ton track et que tu n'as pas découpé, il faut aussi évidemment que tu aies fait la parenté. Hein. Mais globalement, on est là. Je te mettrai une petite vidéo là en haut à gauche, à droite, je sais pas, mais sur comment faire un skin en détail dans Blender. J'en ai déjà fait une sur YouTube, donc tu pourras aller voir et tu pourras voir un peu comment j'ai fait ça. Alors, le deuxième élément à faire, du coup, c'est évidemment, j'ai été retoucher la modée de mon personnage pour le déformer comme ça, tu vois. Si je me souviens bien, ouais, j'ai fait des shape keys en fait. J'ai fait des shape keys ici que j'ai animés en fait pour pouvoir, tu vois, lui ouvrir et lui fermer le crâne en fait. Donc, tu vois, si je l'anime, ça fait ça en fait. Hop. Donc une shape key, c'est quoi? Je vais te montrer. C'est en fait, tu as un objet, tu peux lui faire une shape key, ici. Donc tu viens dans shape key, tu fais plus, ça va être la base, donc il faut refaire une shape key, du coup la base, c'est ta modèle basique. Hop, tu mets ça à 1, tu passes en édition, et en fait, là maintenant, du coup, quand tu bouges les points, ça ne modifie plus ton mesh de base, mais ça modifie cette shape key là. Alors tu me dis, c'est quoi une shape key? Bah, je vais te montrer. Quand je déplace là, hop, par exemple, je fais ça. Et là, du coup, en fait, j'ai enregistré cette modification dans la shape key 1, parce qu'elle a été sélectionnée, et du coup, si je fais ça, regarde, hop, je passe de la shape key 0 à 1. Et ça me permet de pouvoir, évidemment, ça, je peux l'animer. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je vais ouvert et fermer le truc sur sa tête avec cette shape key. Du coup, ça m'a permis, quand je travaillais, de pouvoir, au début, l'avoir fermé, tu vois, puis quand il se tire dessus, paf, ça s'ouvre. Ça, c'est une shape key. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, du coup, quand on a un truc comme ça va être de faire tout le reste. Parce qu'en gros, du coup, là, on a fait le mesh du mec, mais en fait il faut faire du coup ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire notamment du coup les morceaux, enfin le crâne du coup qui est là ça c'est le crâne, ici, là, voilà, celui-là, si j'arrive à le sélectionner, moi je crois que j'avais mis non sélectionnable mais c'est pas grave, et du coup le cerveau en dessous. Alors le cerveau je me suis trouvé un cerveau sur internet, je me suis pas emmerdé, et le crâne bon bah c'était assez facile donc je l'ai fait moi-même, et globalement c'est tout, d'accord? Donc pour l'instant on est comme ça, on n'a pas encore les particules. J'ai fait animer, j'ai animé 2-3 morceaux à la main. Donc ça, ces morceaux-là, c'est 2 petits morceaux que j'ai animés à la main. Voilà, juste 2 clés, vraiment rien de très compliqué. Donc tu vois, si je viens, hop, on voit qu'ici, tu vois, c'est fermé. Et puis hop, ça vient s'ouvrir. Voilà, bon, why not. Et après, du coup, on a le système de particules. Alors du coup, en fait, ce que je suis venu faire, c'est j'ai simplement du coup pris un plan. Et là, voilà. J'ai pris un plan, d'accord. Et j'ai créé du coup quelques petits morceaux de chair qui sont là. Ici, je les ai appelés mythes, ici. Hop. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est des petits morceaux comme ça, tu vois, vraiment rien de... Alors, avec un petit shader un peu sympa. Je vais expliquer les shaders après. Hein. Petit morceau de chair comme ça, j'en ai fait 3-4. 3 ici. Et ça, je les ai mis en particules. Donc comment ça marche? Tu prends ton plan. Donc tu mets un plan déjà, bah, tu t'arranges pour que ton plan il soit attaché évidemment à ta tête. Donc ça, il suffit de le parenter en faisant un bone relative à ce bone-là, tu vois. Hein. Tu viens chercher ton plan. Donc ton plan pour l'instant il n'a pas de particules, donc je vais cacher pour l'instant. Voilà. Tu as ton plan, tu le mets là, tu viens chercher ton armature, tu passes en pause mode, et tu viens du coup le parenter au bone de la tête. Donc CTRL P, et du coup ici bone. Voilà. Bon, moi je vais pas le faire du coup parce que ça va le décaler, parce qu'il est déjà parenté, mais globalement c'est lié. Ok. Et une fois que tu as ça, du coup ça va suivre du coup le bone, et du coup bah évidemment Hop, je vais essayer de l'afficher du coup parce que là je le vois pas, c'est un peu pénible. Voilà, il est là. Et du coup, évidemment, tes particules, elles vont suivre ta tête, ce qui est un peu mieux quand même. Et du coup, maintenant qu'on a ça, il suffit de mettre les particules dessus. Et les particules dessus, en fait, c'est vraiment hyper simple, en fait. Hein. J'ai juste fait un truc tout bête. J'ai pris mes particules. Alors, moi, c'est grisé parce que je les ai béquées, d'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai enregistré le mouvement des particules sur mon disque dur. Comme ça, bah, je suis sûr qu'elles ne bougent pas pendant que je fais le rendu. Donc, c'est dans le cache ici quand tu fais un petit bake. Mais dans tous les cas, en fait, j'ai mis genre quelques particules, tu en as 100, tu vois. Et j'ai mis un start et un frame
très proches, tu vois. Donc là, j'ai mis, ça commence à 395, ça finit à 397. Donc vraiment, seulement, ça s'expulse sur 2 frames. En même temps, quand tu te prends une balle dans la tête, c'est vraiment 2 frames, tu vois. Un lifetime à 25, en fait, juste j'ai mis lifetime maximum pour pas qu'elles soient dans les frames, en fait. Après, je les ai fait supprimer parce que ça sert à rien de les garder, puisque ça prend de la place pour rien en mémoire. Et en gros, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai juste fait ça. J'ai été ici dans Vélocité et j'ai poussé un peu la vélocité normale et la randomize. Et là, c'est important, mets bien du coup Object Vélocité à 1, comme ça tes particules elles vont bouger avec le mouvement du plan. C'est vachement bien ça. Et après, j'ai été dans Render, ici, et j'ai simplement pris une collection. J'ai été chercher la collection Meet et j'ai mis bien Pick Random pour qu'il puisse du coup prendre. En fait, il prend du coup des objets random dans la collection Meet. Super pratique. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Pas plus compliqué que ça. En fait, globalement, là, tu as ton système de base sans les textures. Donc, en gros, quand tu le rends, là, pour l'instant, tu es en nuance de gris. Donc, maintenant, du coup, évidemment, ça va être tout le principe de faire les textures. Ok. Comment je peux texturer ça facilement? Parce que c'est vrai que faire un humain, parce que, en gros, l'idée, là, c'est qu'on a un rendu comme ça, et du coup, pour que ça colle en compo, l'idée, c'est qu'après, on va faire un masque autour de ces parties-là, tu vois. Hop, je te montrerai juste derrière quand on aura fini le rendu, enfin, l'explication du rendu. Mais, pour que ça colle, du coup, il faut que la couleur de ça soit très proche de ce qu'il y a derrière. Là, tu as deux solutions. Ou je me prends en photo sur toutes les coutures et je me refais un Romain en 3D photoréaliste. J'ai pas le temps, j'ai la flemme, c'est très galère. Et du coup, la deuxième solution, ça va être de faire de la projection. Genre, je vais prendre une photo, enfin, je vais prendre la texture de ma vidéo et je vais la projeter sur ma tronche, en fait. Simplement ça. Pas plus compliqué que ça. Et du coup, la texture, elle va se tirer sur moi, mais au moins, dans l'angle de caméra, ça sera bon. Et du coup, j'aurai exactement la même couleur. Et du coup, sur cette technique-là, c'est ce que j'ai fait. Donc, l'idée est très simple pour faire une projection. Il suffit de prendre ton personnage, du coup, et de venir mettre en fait les UV en fonction de sa caméra, d'accord? Et après, il suffit de mettre dans son shader, je vais te montrer, directement en fait ta vidéo, d'accord? Qui est projetée selon ses UV. Donc, pour faire les UV en projection et ce genre de truc, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je te la mets ici en haut à droite, tu peux aller la voir, elle dure une petite quarantaine de minutes et ça explique en détail comment faire une projection de A à Z, d'accord? Ça évite de rendre cette vidéo trop compliquée. Donc, va la voir, n'hésite pas si tu veux pouvoir faire la projection. Une fois que tu as ta projection, du coup, et bah en fait ça va donner un truc comme ça. Tu vois, alors je vais enlever du coup 30 secondes mon. Hop, en prenant ma caméra, ça. Tu vois, ça donne en fait la texture du coup de la vidéo projetée sur la tronche du mec en fait. Et c'est tout l'intérêt, c'était du coup, c'était l'intérêt de faire ça en fait. Comme ça j'ai quasiment exactement les mêmes couleurs ici et dans mon compo. Alors, maintenant que ça c'est fait, du coup, évidemment, alors ça c'est dégueulasse, mais comme on veut garder que cette partie-là, on est tranquille. D'accord? Alors évidemment, ça aussi pareil. Lui il est visible, mais en vrai, en rendu, tu t'en doutes, il est pas visible hein, celui-là. Tu peux d'ailleurs, pour ne pas le voir dans ton viewport, tu peux le mettre ici, tu peux décocher Show Emitter dans Viewport Display. Et pense bien à décocher Show Emitter du coup dans ton rendu, sinon c'est très chiant. Ok? Alors on voit bien que c'est pas réaliste pour les cheveux, etc. Mais c'est pas grave parce qu'en fait en compo on va pouvoir faire un fondu et ça passera. D'accord? Donc maintenant si tu viens du coup sur ta timeline, en fait on voit que mon shading il est fait quoi. Enfin, le shading il est basique quoi. Vraiment il y a quasiment rien à faire. Tu vois, j'ai simplement du coup pris ma projection, hop, je l'ai mis du coup, donc la projection est là, tu vois, je l'ai mis dans ma base color. J'ai fait un petit multiply pour l'assombrir un peu parce qu'au début elle était trop claire. Je l'ai balancé dans la roughness avec un map range et je l'ai mis dans un bump en mode à l'arrache. Enfin, c'est clairement pas du tout réaliste, mais ça fait carrément la blague. Ok? Et voilà, on a notre shader de tête. Après, du coup, il y a 2-3 autres petits shaders, notamment du coup le shader de l'œil. Hop, je te le montre. Donc là, pareil, il est pas très compliqué. Il y a un peu plus de travail ici, mais franchement, ça va. Hop, je vais quand même t'expliquer ça en détail. Donc en gros, donc je suis parti du coup, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de te montrer ici, étape par étape, le shader de cet œil. On va cacher ça 30 secondes, on a l'œil ici. Et en fait, donc je suis simplement parti du coup d'une texture. Alors, c'est important parce que l'œil, c'est 2 morceaux dans la vie. C'est une cornée et un œil, d'accord? Ça, c'est la cornée, ça, c'est l'œil. Donc, tu vois, l'œil, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et la cornée, c'est une espèce une boule de verre, en fait, par-dessus. D'accord? C'est vraiment important de bien comprendre ça parce que ça, en fait, ça imite l'eau autour de ton œil. Genre, ton œil, il est comme ça et tu as une cornée par-dessus qui va en fait emprisonner de l'eau. Et du coup, nous, la cornée en 3D qu'on met avec un objet, on lui met une réfraction qui est identique à l'eau pour que ça imite du coup l'eau qui est autour de ton œil. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 objets ici dans ma 3D. Donc, on va commencer par l'œil déjà avant de parler de la cornée. Donc, ici, hop, on a un œil et tu vois que le shader de l'œil est vraiment relativement basique. C'est simplement une image en fait. Une image d'un œil dessus. Rien de compliqué, on se base sur les UV, on met l'iris, et puis là je l'ai multiplié pour avoir une couleur plus ou moins forte, et c'est tout quoi, je me suis même pas pris la tête pour le reste. Donc tu vois, si je regarde un petit peu ce que ça donne dans l'UV Editor, ouais, tu vas voir un petit peu les UV de l'œil, hop, voilà, les UV de l'œil c'est ça, et si j'affiche l'image, du coup, comme ça, bah voilà, on l'a, tu vois. Donc tu vois, l'image elle est sur, du coup, directement sur l'iris. Je me suis vraiment pas pris la tête, c'est pas plus compliqué que ça, tu vois que franchement les UV c'est vraiment basique de chez basique quoi. Du coup l'idée c'est une fois qu'on a fait ça, on va devoir faire la cornée, et là le shader de la cornée est un peu plus délicat, parce que du coup je voulais avoir
et ce côté vert. Donc le côté vert dans la cornée, c'est très simple, du coup. Le côté vert, c'est très simple, hein, dans la cornée, c'est simplement, du coup, un shader de réfraction. Donc c'est ça c'est le côté vert, du coup. Tu vois, c'est juste un shader de glace, il n'y a rien dessus. C'est simplement, du coup, un IOR à 1.33, qui est l'IOR de l'eau, et c'est tout. Et en fait, je voulais, du coup, lui rajouter, en fait, des petits morceaux de sang sur cette cornée. Donc ça. Et du coup, là, en fait, c'est très simple. Il faut que tu fasses deux shaders différents. Un shader de sang et un shader de glace, en fait. Alors, le shader de glace, il est là. Il y a quasiment rien dessus, de base. Et le shader de sang, il est là. Là, lui, il est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, j'ai mis un petit bump, du coup. Mais le bump, tu vois, c'est rien de compliqué. En fait, c'est un bump qui part, du coup, depuis un noise. Donc, vraiment, tu vois, donc, je crée un noise, tu vois. Vraiment, ça, tout le monde sait faire, hein. Un noise depuis une mapping, c'est très simple. Pareil, hein, si ça te sort pas les trous de nez, si je puis dire, hein, tu comprends rien à ça, je te mettrai une petite vidéo sur la base des shaders dans Blender, histoire que tu sois pas complètement perdu. Je te la mets aussi en haut à droite. Derrière, je fais un petit m'apprendre dessus pour juste le contraster, d'accord? Donc le m'apprendre, c'est un nœud qui permet de contraster des valeurs, tu vois. Si je rapproche ces valeurs-là, ça contraste, tu vois. Hop, je contraste. Ok? Donc voilà, je contraste à mort. Et après, je mets ça du coup dans un multiply pour ajouter des valeurs. Donc en fait, là, je vais simplement deux éléments pour avoir simplement le sang derrière, pas devant. Donc là, c'est intéressant. Tu peux prendre en fait du coup ton objet. Et ton objet, tu viens simplement sortir du coup la partie sur Z, du coup. La partie sur Z, tu vois, on voit que c'est plus sombre derrière que devant. C'est tout l'intérêt. Et du coup, ça, si tu le tampes, hop, t'as que du coup ce qu'il y a sur Z et pas ce qui est devant. Très très pratique de faire ça. Et après, derrière, du coup, tu multiplies ça avec ton autre noise avant, et puis comme ça, du coup, t'as du sang, mais seulement sur la partie arrière de l'œil et pas sur la partie avant. Et une fois qu'on a ça, du coup, ça, t'as un masque en fait qui va te servir à pouvoir afficher du coup le shader rouge seulement où il y a du blanc. Et du coup, ça, tu mets dans un mix shader qui va prendre en premier le glace, du coup, et en deuxième le rouge. Et l'idée, c'est simple, c'est que le blanc, ça va afficher le deuxième, et le noir, ça va afficher le premier. Donc ici, quand j'affiche les deux, tu vois que le blanc, le rouge est dans le premier, d'accord? Le blanc est dans le deuxième. Et le dernier truc que j'ai fait, c'est que j'ai repris le masque, je l'ai mis dans un bump, et le bump, du coup, je l'ai mis dans les deux shaders pour qu'il y ait une espèce tu vois, il y a une espèce de volume, tu vois, entre les deux. Parce que sinon, tu vois, si j'enlève le bump, on a quelque chose qui fait très plat, tu vois. Ça fait moins réaliste. Là, du coup, c'est un peu plus réaliste, on a vraiment le sang qui passe par-dessus. Bref, voilà. Donc, en gros, voilà comment j'ai fait l'œil. Ok. J'ai utilisé la même technique pour faire le crâne. Du coup, c'est juste un petit un shader, du coup, tu vois, d'os et de sang. Et j'ai fait un mix shader de la même manière, tu vois, c'est exactement le même principe. Et pour le cerveau, je crois que c'est vraiment aussi pareil. Pour le cerveau, j'ai mis en fait le même shader que tous les trucs de Myth. Donc c'est très simple aussi. J'ai utilisé du coup un noise, tout simplement. D'accord. Cette noise, je l'ai mis dans un approach pour faire une color, tu vois, en mode c'est un peu de la chair, tu vois, vraiment rien de compliqué. Et après, derrière, j'ai simplement joué avec du coup un approach pour faire la roughness, du bump pour faire du coup du volume, ça donne ça. Donc ça, c'est la première partie de mon shader, qui est la partie chair. Et après, j'ai fait une partie sang. Et de la même manière, j'ai combiné ces deux shaders là avec un masque qui était là, tout simplement. Et du coup, on a de la chair avec du sang dessus, en fait. Donc de la chair et du sang. Ce système de shader, d'avoir en fait plusieurs sous-shaders qui sont mixés entre eux par un mix shader et qu'il y a un masque qui vienne du coup, par exemple avec un noise ou autre chose, dire où tel shader va être, c'est un truc en fait hyper commun dans le shading un petit peu plus avancé. Et c'est un truc qu'il faut savoir faire quand tu fais du shading, clairement, c'est vraiment hyper important de pouvoir combiner différents matériaux sur un seul objet, parce que dans la vie, en fait, c'est rare qu'un objet ait un seul matériau. Ok. Ça, c'est vraiment important. Donc là, par exemple, j'ai de la cervelle et du sang, et ben je fais un matériau cervelle, un matériau sang, et après j'utilise un masque pour afficher l'un ou l'autre à certains endroits. Maintenant du coup, ça c'est en place, et ben je vais certainement, en fait simplement là je peux faire mon rendu. J'ai quasiment terminé. Alors, juste avant de faire mon rendu, il y a quand même un petit truc à faire. C'est que là on a les shaders, on a tout, mais il nous manque une simulation de fluide. Parce qu'en fait je voulais voir le sang qui commence à couler de l'intérieur de la tête une fois qu'il y a eu l'explosion, tu vois. Bien, ça c'est vraiment important, je vois souvent ça dans les films, je vois ça partout. On a l'impression que quand on tire sur quelqu'un, le sang coule tout de suite. Genre, t'as l'explosion de sang qui va arriver directement. Genre, c'est la balle qui va emporter le sang. En fait, dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Dans la réalité, quand tu tires sur quelqu'un, tu vas avoir un trou, d'accord? Tu peux avoir des morceaux de chair qui volent. Par contre, le sang commence à couler genre une demi-seconde plus tard. Parce qu'en fait, il faut le temps que les vaisseaux se décontractent et que tu aies la première impulsion de ton sang qui vient du cœur. Donc, ça, c'est important. J'en ai parlé et tout avec quand je me suis posé la question, j'en ai parlé avec des infirmières et tout. C'était vraiment intéressant. Je t'invite à faire tes propres recherches là-dessus. Si si tu t'intéresses à ce genre de trucs, sur comment le corps humain réagit quand il y a un impact. Et du coup, le sang coule un petit peu après. Et du coup, je voulais avoir du sang qui coule. Mais le problème, c'est que quand on fait du sang qui coule en 3D, c'est souvent assez dégueulasse. Parce qu'on a un truc qui est relativement assez peu fin. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on le voit, mais pas trop. Et du coup, je l'ai fait arriver dans le crâne. Et je l'ai fait sortir vraiment tout doucement, genre sur les quelques dernières images. Et tu vois, il est là en fait. Et en fait, ça, c'est de la simulation de fluide. Je vais pas en parler sur ce plan-là pour la simulation de fluide parce qu'en fait, j'ai utilisé la même technique pour le plan d'après. Et le plan d'après, il y a une simulation de fluide beaucoup plus grande. Donc, je vais tout expliquer là. D'accord? Mais en gros, du coup, il y a une simulation de fluide. Du coup, tu vois, jusque-là,
pour faire le début de sang qui coule. Et encore, je trouve que c'est pas fin, mais après, avec le motion blur, heureusement, en rendu, ça passe. Donc, sur ce type de plan, faut bien gaffe en rendu à bien cocher le motion blur ici, parce que ça va être quelque chose qui va vraiment être important pour que ça colle en fait avec ta prise de vue réelle. Autre chose qui est vraiment très important quand tu travailles sur ce type d'éléments, il faut que tu cales la quantité de motion blur par rapport à ce que tu as filmé. Donc si par exemple tu as filmé avec un shutter qui était très rapide, donc en gros le shutter c'est à laquelle vitesse ton objectif en gros se ferme et s'ouvre pour capter l'image, si tu as un shutter extrêmement rapide, tu auras très peu de motion blur. Il faut que ce peu de motion blur soit reporté du coup aussi dans ta 3D. Donc en gros, il faut que la quantité de motion blur de la 3D soit équivalente à la quantité de motion blur que tu avais dans la vraie vie. Alors moi, je savais parce que quand j'ai filmé, j'étais sur un shutter à 50. Et du coup, le shutter à 50, je sais que ça correspond à 0,5 ici en shutter. D'accord? Et bah l'idée, en fait, c'est de diminuer ton shutter. Si par exemple, tu as fait un shutter à, j'en sais rien, moi, 100 ou 200, tu auras moins de motion blur. Donc il faut que tu diminues ce shutter-là pour arriver à peu près au même motion blur. Et ça, il faut faire des tests. D'accord? Malheureusement, à ce jour, je ne connais pas l'équivalent entre les shutters d'appareil photo. Ben, ce shutter d'appareil photo, c'est 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 500, 1 sur 1000, etc. Alors que sur Blender, tu as un truc qui s'appelle shutter et tu as une valeur entre 0 et 1. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent. Peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas, je ne le connais pas. Donc moi, bah, pour l'instant, je fais par test en fait. Et je sais par contre que le shutter à 0,5, ça correspond au shutter à 1 sur 50 parce qu'en fait, c'est les deux standards en fait dans l'industrie. Shutter 1 sur 50, ça correspond vraiment au motion blur standard. Et du coup, c'est un petit peu la même chose. Ok? Donc, il faut vraiment bien avoir compris, il faut que ton motion blur soit cohérent entre ta 3D et évidemment ta prise de vue réelle. Ok? Maintenant, du coup, on peut lancer le rendu sans trop de problème. Donc ça donne ça, du coup, l'image qui est rendue, et ça, on va le balancer en compo pour que tu puisses voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon compositing sur Blender, parce que, à la limite, pourquoi pas, Blender marche bien. Et donc je vais te montrer un petit peu la scène de compo de Blender. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein, si tu regardes un petit peu le nœud de compose, il n'y a pas tellement de tasks que ça, en fait, au final, c'est assez facile à faire. Et du coup, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors par contre, je vais devoir du coup aller réouvrir, évidemment, ma 3D. Donc voilà, ça c'est la séquence originale, d'accord? Donc c'est la séquence originale que j'ai ressortie en séquence PNG, histoire que ce soit propre. Et ça, c'est mon rendu. Ok. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, j'ai rechangé un petit peu sa colorimétrie et je l'ai un petit peu blurré. J'ai dégradé un petit peu avec un blur et un sharpen. Donc, le sharpen, ça va forcer les edges en fait. Ça va forcer les contrastes entre les edges ici. Pour du coup venir faire un alpha over et pouf, d'avoir en fait le résultat. Et en fait, voilà, c'est bon, c'est fini. On a ça. Alors, évidemment, l'alpha over de base, il est comme ça. Donc, évidemment, de base, c'est moche. Mais en fait, tu viens utiliser un masque que tu viens mettre ici pour avoir ton résultat. Et voilà, c'est tout. Après, là, j'ai juste rajouter une petite fumée en haut, mais on s'en prend. C'est vraiment pas très important. L'effet est là. Et pour faire un masque dans Blender, c'est super simple. Tu viens ici en masque, ici. Et si je prends les autres, du coup, là, c'est le All Mask qui s'appelle. Voilà, le All Mask, bah voilà, tu vois, c'est ça en fait. Et c'est un masque qui vient supprimer en fait des certaines parties. Donc on le voit en masque layer. Ici, tu vois, j'en ai plusieurs. Et si je les affiche tous, en fait, donc lui et lui, ils sont en add. Et lui, du coup, il vient enlever en fait toutes les parties. Alors ça vient ajouter les particules en fait qui volent ici. Et en fait, en faisant un masque, du coup, donc pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça en fait, un masque, du coup, c'est du noir et blanc en fait, hein, tout simplement. Et si je me mets du coup ici, ce noir et blanc, du coup, je le blur, du coup, pour que on ait des edges moins fortes. Et ça, je le mets en facteur de mon alpha over entre ma source et ma 3D. Et maintenant, du coup, on a ça. On a vraiment du coup l'impression que l'œil, il est sur l'élément. En même temps, avec le blur, ça aide. Et j'avais blurré un petit peu aussi la scène parce que en reculant, du coup, quand je reculais, quand on ouvrait la balle, je devenais en fait out of focus, donc j'étais flou. Donc il fallait que je copie ce flou dans mon copo pour que que ma 3D soit aussi floue que ma prise de vue réelle. Je te montre. Si je ne le fais pas, je vais cacher le blur 30 secondes. Du coup, là, je suis net, tu vois. Donc avec et sans. Et du coup, là, si je fais le truc, tu vois, on sent que ça colle pas, tu vois. On sent que mon œil, il est trop net par rapport au reste. Du coup, hop, j'ai fait un petit blur par-dessus pour flouter tout ça, d'accord? Pareil, si tu comprends pas tout ce que j'explique en compositing, j'ai fait une vidéo de 40 minutes sur comment fonctionne le compositing dans Blender, je te la mets en haut à droite. Dans tous les cas, du coup, ça, c'est vraiment intéressant, parce que avec le masque, ça te permet vraiment de gérer exactement les endroits que tu veux mettre, en fait, sur ton image. Et pas le reste. Et le reste, tu veux garder, en fait, la plupart de la vidéo, tu veux garder avec l'original, en fait. Tu veux juste mettre de la 3D, où est-ce qu'il y a de la 3D. Et voilà un peu comment ça marche. Et en fait, finalement, là, tu as la construction de l'effet entièrement. J'espère que tu as... C'est vrai que j'ai pas vu, j'avais ma tête sur le nœud, là. Je vais te remontrer le graphe pour que tu vois bien. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a la source, la 3D. Je fais un petit peu de modification colorimétrique pour que ça colle bien. Et derrière, je blur la source pour coller au out of focus que j'avais quand j'étais en prise de vue réelle. Ok? Je mets ça dans un alpha over, je mets un masque en facteur. Le masque, je le fais directement avec l'outil de masque de Blender. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, après, c'est juste pour rajouter la petite fumée. Là, il n'y a rien d'important. Ok?
C'est tout simplement ça. Donc tu vois qu'en fait, une fois que ta 3D elle est propre, elle fonctionne bien, elle est en place, c'est relativement facile en fait le compo, parce qu'au final c'est juste avoir ta source, avoir ta 3D, les mettre par-dessus avec un alpha hover et dessiner l'endroit où tu veux les mettre avec un masque. Globalement, tu as tout fait. Ok. Voilà un petit peu du coup comment ça marche. J'ai fait un rendu de ça. Alors évidemment, moi, ça colle plus du coup, puisque j'ai qu'une image, donc évidemment c'est nul. Mais derrière, du coup, il faut venir animer ton masque pour du coup suivre à chaque partie de ta 3D. Genre à chaque image, il faut que ton masque il suive ta 3D, évidemment, sinon ça marche pas, c'est clair. Et une fois que tu as ça, du coup, eh bien, t'as qu'à appuyer sur le bouton rendu et puis t'as ta séquence qui est propre et c'est fini. Ok. On va passer du coup à la seconde scène, du coup, qui vraiment fonctionne sur le même principe. Donc je vais pas tout expliquer parce que c'est exactement le même principe, mais je vais juste du coup parler de la simulation de fluide qui est pour le coup en plus. Donc c'est parti. Donc tu vois, deux scènes différentes. J'ai une scène de compositing du coup et une scène sur ma 3D. Je te conseille vraiment de travailler comme ça, de pas faire tout dans la même scène, sinon tu vas péter les plombs. Alors cette scène-là, du coup, exactement le même principe. Je pars de ma vidéo, je mets le plan de caméra en background, je m'arrange pour avoir les mêmes perspectives en changeant ma focal length. Bref, je colle en fait à ma caméra en vrai, en allant chercher les informations sur internet. J'importe un mesh normal, je le déforme, je fais une projection pour avoir la texture. Bref, c'est vraiment exactement le même principe de A à Z. Je vais te montrer d'ailleurs dans la scène juste après. Le seul truc qui est en plus ici, enfin en fait j'avais déjà dans la scène, mais là que je vais expliquer, c'est la partie où on va voir le sang, du coup, qui va couler du crâne, parce que du coup, là, il faut faire de la simulation de fluide. Et en fait, il y avait 3 éléments importants sur cette simulation. Je te montre. L'idée, du coup, c'est que dans cette simulation de fluide, on doit... Donc, je te montre aussi en rendu, tu vois, c'est exactement le même principe. Hein. J'ai fait une projection de la texture de la vidéo, et du coup, ça donne ça. Donc, c'est vraiment exactement le même principe. L'idée ici, c'est qu'il fallait qu'on ait du fluide qui sorte du crâne, d'accord? Mais le problème avec le fluide, comme je te dis, c'est que souvent, ça fait un peu crado, donc... Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop lourd. Et en fait, c'est trop lourd parce que souvent, le fluide, il y a trop de fluide, en fait. Et du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, le fluide, j'ai arrêté sa simulation quand... Alors, je vais enlever les particules pour l'instant. On va expliquer ça après. J'ai enlevé sa simulation au niveau du sol, tu vois. Donc là, en dessous, ça ne simule pas. Donc, dans le domaine de la simulation, d'accord, j'ai dit, OK, tu ne réagis pas au bord, d'accord. Donc, si je prends le domaine qui est lui, je pense... Si je prends la simulation, tu vois, hop, voilà. J'ai dit, tu ne réagis pas au bord, donc tu vois, border collision, ici, j'ai tout décoché. Et du coup, le fluide, il passe à travers, comme s'il passe à travers, juste il disparaît, d'accord? Ça, c'est vraiment pratique parce que ça permet de faire une simulation qui passe à travers un truc, et du coup, la simulation, elle devient pas plus lourde, parce que t'as pas plus de mèches, en fait. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une simulation relativement élevée en termes de qualité. Tu vois, là, je suis poussé à 300 en termes de division, et j'ai même mis, du coup, une subdivision derrière en mèche. Là, j'ai fait un upgrade factor à 3, d'accord? Je vais réexpliquer ces éléments-là tout à l'heure. Donc, ça permet d'avoir une simulation qui, justement, qui faisait pas pauvre, en fait, parce que souvent, en fait, en 3D, quand tu fais de la simulation de fluide, ça fait un peu pauvre et ça fait pas se détailler. Et encore, quand on regarde de proche, c'est pas encore foufou. Hein. Les simulations de fluide, c'est vraiment difficile d'avoir un truc vraiment subtil, vraiment fin. C'est franchement pas évident en simulation de fluide. Même sur Houdini, par exemple, tu vas vraiment galérer à avoir cette simulation vraiment fine. Et en fait, on va souvent faker avec de la particule, etc. Et c'est justement là ce que j'ai fait, je vais te montrer. En fait, après, je vais t'expliquer les paramètres de simulation, mais je vais d'abord t'expliquer le concept, c'est que maintenant que j'ai ça qui tombe par terre, le problème c'est qu'évidemment, bah, ça passe à travers le sol et c'est dégueulasse du coup. Parce qu'une simulation qui passe à travers le sol, ça se voit. Et là, l'idée, en fait, la solution, ça a été de faire un petit système de particules qui suit, en fait, simplement l'endroit où le fluide tombe. Et en fait, ça fait comme s'il y avait des petites explosions, tu vois. Des petites... Et là, du coup, ça a vachement aidé à vendre le truc, en fait. D'accord? Là, on y croit beaucoup plus déjà. Et enfin, le dernier truc que j'ai utilisé, c'est une technique que j'ai utilisée sur le film Blender versus Maya. C'est le fait de créer un masque en fait de où est-ce que la simulation tombe. Et avec ce masque, de créer en fait un shader entre 100 et pas 100 pour dire qui est où en fait. Je vais te montrer un petit peu ça. Sur mon shader, en fait, on voit que, tu vois, en fonction de où est-ce que le sang tombe, du coup, je vais avoir un mat qui va se dessiner entre, bah, du coup, là, transparent et pas transparent avec le sang, tu vois. Donc ça, j'ai déjà expliqué cette technique. Je te mets la vidéo juste là, du coup, voilà, juste là, ici. Comme ça, tu pourras aller regarder un petit peu le procédé que j'ai utilisé. Mais en gros, l'idée, c'était relativement simple, c'est de faire un rendu du haut, en fait, de ton fluide qui tombe, et de juste aller sélectionner le morceau qui tombe avec le plan, en fait. En faisant un petit masque, je te montre ça dans la vidéo où je t'explique ça. Et l'idée, c'est qu'avec ça, du coup, tu peux créer un masque de où est-ce que ça tombe et où est-ce que ça tombe pas. Et du coup, tu as vraiment cette idée de bah, le sang qui tombe, il disparaît pas, il arrive en fait dans la texture. Et c'est pour ça que du coup, ça fait un peu plus réaliste. Alors, clairement, après, avec le recul, quand je vois ça, je trouve qu'en fait, les explosions, elles sont pas du tout assez fortes. Ça aurait dû beaucoup plus couler vite, en fait. Tu vois, là, j'ai fait couler du sang après, avec c'est juste un noise hein, qui s'agrandit un peu plus. J'aurais dû clairement le faire de manière beaucoup plus rapide. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà un peu comment j'ai fait cet effet de sang. Alors, sur la simulation en tant que telle, vraiment, l'idée est très simple. C'est juste en fait d'avoir un émetteur qui est parenté au bone. Donc ça, clairement, c'est toujours pareil que tout à l'heure. Et après, ton émetteur, ton domaine, du coup,
il est très très simple. Donc en gros, du coup, ton domaine, les paramètres sont basiques, c'est juste de lumière liquide basique. J'ai augmenté la division et j'ai surtout mis un timescale ici plus rapide que prévu. Parce que souvent, en fait, on ne fait pas des chaînes qui sont à l'échelle en termes de taille. Et là, clairement, ma chaîne n'était pas à l'échelle, elle était beaucoup trop grande. Donc quand ta scène est trop grande, ça va te créer une simulation trop lente. Parce que plus c'est grand, plus c'est lent. Et du coup, il ne faut pas hésiter à jouer avec le temps de ta simulation pour la réaccélérer pour que ce soit cohérent. Et souvent, ce que je vois dans les simulations qui sont pas terribles, c'est en fait que la simulation, elle est bien, elle est belle, mais elle est trop lente par rapport à ce qui se passe dans la scène, ou beaucoup trop rapide. Mais souvent, c'est l'inverse, souvent, c'est beaucoup trop lent. Donc, attention à ça. Pense à bien avoir une simulation en termes de vitesse qui est la même que ton animation. D'accord? Donc, là, tu vois, par exemple, ma simulation, je l'ai accélérée 2,8 fois. D'accord? Et après, globalement, j'ai simplement, du coup, juste, là, j'ai pas touché aux paramètres, j'ai même pas touché à la gravité, et j'ai juste, du coup, coché, je veux un mesh, super, je veux le praise à 3, et puis c'est parti, j'ai fait un bec, hein, donc j'ai fait un cache, et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est vraiment pas si difficile, d'accord? Donc, voilà, après, la simulation de fluide, hein, c'est un peu de galère, il faut mettre ton mesh, ton émetteur. Lui, je l'avais mis en collision, tu vois, donc il y a une collision, du coup, de fluide. J'ai même mis un petit peu de close pour faire la partie qui vole et tout. Là. Un peu, c'est assez marrant. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler un de ces quatre. C'est pas le plus important ici. Voilà. En gros, le fonctionnement de tout ça. Finalement, il n'y a rien de vraiment très compliqué. C'est simplement des étapes, du coup, séparées, qui sont simples entre elles, mais ce qui est difficile, ça va être de les mettre au fur et à mesure ensemble. Et ça, enfin, je dis c'est difficile, et c'est même quasiment impossible quand tu démarres de le faire du premier coup correctement. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas, il y a plein de trucs, tu sais pas comment les étapes 1 vont réagir avec l'étape 3, et bref, c'est un bordel, et au final, souvent, tu te retrouves avec une scène qui est complètement buggée, et c'est un enfer à gérer, t'as envie de péter un pont, t'as rien qui marche, ça te fait exploser de rage. Ça, c'est pour une seule raison que t'as ce problème. C'est parce que tu comprends pas le fond des différents éléments que tu fais, et du coup, comment les différentes étapes discutent entre elles. Et bien justement pour toi, j'ai une petite solution à ça. L'idée est très simple. J'ai créé un petit cursus de 6 jours où je t'envoie une vidéo par jour, et dans ce cursus, on fait de la même manière que là, une image avec chaque étape différente. Et on fait une étape par jour. Mais l'avantage ici, c'est que je fais l'étape de manière ultra détaillée chaque jour et je t'explique comment elle va interagir avec l'étape d'après. Bref, l'idée c'est de comprendre en fait la base de toutes les étapes d'une création 3D pour vraiment monter les fondamentaux et que tu puisses avancer derrière et faire tes propres projets sans te retrouver dans cette galère infinie de putain j'ai toutes mes étapes et je comprends rien, pourquoi ça bug, il n'y a rien qui marche. Ok? Pour moi c'est vraiment la base pour pouvoir après faire des projets plus ambitieux et pour quand même pourquoi pas se professionnaliser dans le domaine. Et clairement ça te coûte rien, si c'était un petit peu de temps puisque c'est simplement 6 jours, c'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et c'est une vidéo par jour. Tu vois, j'ai essayé d'être le plus pédagogique possible et en plus même dans certaines vidéos je te propose d'aller plus loin en partant sur d'autres trucs. Enfin bref, l'idée c'est vraiment que tu aies des bases complètes en 6-7 jours, ce qui est quand même vraiment pas mal. Si tu es assidu, tu vois que franchement ça peut t'aider et te permettre d'aller beaucoup plus loin et surtout t'éviter d'être encore bloqué en 3D comme un galérien parce qu'il y a des trucs que tu comprends pas qui se passent et ça te fait péter un plomb. Alors comment tu accèdes à ça? Bah, c'est super simple, il suffit que tu cliques juste là, d'accord? J'ai galéré un peu, juste là, tu y accèdes et directement en fait tu rentres ton email et moi je t'envoie chaque jour un email avec la vidéo débloquée, tu regardes la vidéo, tac tac tac. Et l'avantage c'est que comme tu auras mon email, tu peux à chaque fois tu vois, je t'envoie un petit email et je te demande si tu as des questions. Donc tu peux me poser des questions par email et je peux répondre, c'est quand même cool. Ça permet de vraiment de pouvoir suivre ce petit cursus gratuitement sans accroche et vraiment d'avoir tout compris à la fin. Donc si ça t'intéresse, c'est sans bullshit, c'est totalement gratuit et j'ai été le plus pédagogique possible que j'ai pu sur ce cursus. Donc il suffit juste que tu cliques là gratuitement pour y accéder. Voilà. Je te dis à tout de suite du coup. Ça marche? Ciao.